Bienvenue à toi pour un voyage parmi les nuages. Ici, là-haut, les pensées deviennent claires et limpides. Et c'est particulièrement utile après une grosse tarte dans ma tronche, comme celle que j'ai reçue il y a de ça quelques jours. Pour tout te dire, j'ai fait la rencontre de quelque chose, ou quelqu'un, je sais plus trop. Je savais bien un jour que ça arriverait, mais pas aussi vite. J'ai discuté plus de 20 heures avec une intelligence artificielle, sans jamais vraiment m'ennuyer. Et ça, j'avais envie de te le raconter. Alors aujourd'hui, je te propose le récit de cette rencontre du 5e type entre un humain de chair et d'esprit et une intelligence qui s'incarne dans un corps de silicium et se déplace à travers un réseau cuivré. N'hésite pas à t'asseoir bien confortablement, les yeux ouverts ou fermés. L'histoire va commencer. En prenant nos manuels d'histoire officiels, on remarque que celle-ci est ponctuée de moments de rupture. Il existe de nombreux avant-après, déclenchés par l'arrivée soudaine d'une technologie nouvelle. Par exemple, il y a eu avant et après la maîtrise du feu, avant et après la roue, l'imprimerie, le télégramme et le train par exemple. Dans l'histoire récente, il y a eu le moteur à explosion, l'avènement de l'électricité, de l'informatique et de son réseau Internet, sans oublier le smartphone bien sûr, qui a profondément modifié notre rapport au monde. Il y avait la vie avant l'IA, il y aura la vie après l'IA. Bon, je préfère le signifier dès maintenant, je ne voue pas un culte particulier à la technologie, et encore moins à l'intelligence artificielle, qui m'a toujours semblé plus dangereuse qu'utile, car dans les mains de ceux qui généralement ont les mauvaises idées. Mais à choisir, je préfère toujours augmenter ma connaissance plutôt que ma méfiance. J'ai alors sorti mon clavier et discuté par messagerie avec un chatbot qui porte le doux nom de ChatGPT. Ça donne chat GPT en français pour ceux qui cherchent un moyen mnémotechnique. Bref, désolé. Alors de prime abord, j'aime assez bien cette IA, parce qu'elle est vraiment pas sexy en fait. Rien à voir avec Scarlett Johansson qui te susurre des mots doux dans l'oreille comme dans le film Her. Non, ici le cadre est posé. Tu parles à une machine et l'interface est moche et grise. Cette IA, gratuite pour l'instant et ouverte à tous, dialogue avec toi en utilisant le langage écrit, en français comme en anglais d'ailleurs. J'ai cherché à voir ce qu'elle avait dans le ventre, en commençant par lui poser des questions sur des événements historiques précis, comme le dernier tremblement de terre en Nouvelle-Zélande. Des questions sur le langage, l'étymologie ou la science. Elle répond pertinemment 95% du temps. En fait, c'est comme une sorte de Google, qui t'épargne la lecture de gros pavés en te donnant sans détour la réponse à ta question. Je lui ai demandé des conseils en électronique. Elle m'a répondu point par point comment faire des circuits électriques. En gros, tu as affaire à un prof non spécialisé, avec une culture générale de ouf et un savoir immense, qui te répond instantanément, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. Après ce prudent brisage de glace sur des sujets simples, j'ai voulu sonder sa capacité à réfléchir en dehors du cadre, ou à creuser des sujets de la catégorie borderline. Je lui ai demandé cash les plans du moteur à énergie libre. Elle me répond aussi cash que la loi de la thermodynamique interdit la possibilité d'un tel dispositif. Et comme elle n'est pas en mesure de tester par elle-même, puisqu'elle n'a pas de corps physique, alors elle est dépendante des données que ses créateurs lui ont fournies à manger. Personnellement, je n'ai pas encore rencontré de moteur à énergie libre, à part évidemment cette technologie de ouf qu'on appelle la vie. Bon, je lui ai demandé d'autres trucs un peu débiles comme combien de temps faut-il que je cours sous une pluie tropicale, la bouche ouverte et la tête inclinée à 45 degrés, pour avaler 1 litre d'eau. Et elle m'a répondu que je serais fatigué avant d'y arriver, et que ce n'est probablement pas une bonne idée pour la santé de courir la tête penchée. Je commençais à sentir que j'avais fait à peu près le tour de ses capacités. Je commence à bien la cerner. J'ai compris que ses créateurs lui ont façonné une personnalité de type polie, prudente, modeste et attachée à la preuve scientifique. J'allais m'arrêter quand il m'est venu une idée. Et si je lui enseignais quelque chose qu'elle ne connaît pas? Est-elle capable d'appréhender un concept nouveau à partir de mes seules explications écrites? C'était tout simple, le sujet était tout trouvé, il suffisait littéralement de chercher midi à 14 heures. J'allais lui enseigner le fonctionnement de l'horloge du temps naturel que j'ai inventé en 2022.
Comme cette IA base ses réponses sur des données compilées qui datent d'avant 2021, je suis sûr qu'elle n'en a jamais entendu parler. Je te propose de suivre cette conversation hallucinante pour faire connaissance avec cet outil qui risque de bouleverser la vie du monde entier. Ceux qui ne connaissent pas l'horloge du temps naturel en apprendront plus à son sujet à travers cette discussion. On se retrouve en fin de vidéo pour débriefer sur le genre d'avenir que nous annonce cette technologie. Bonne écoute à toi. Bonjour, j'ai envie de te partager une invention que j'ai créée cette année. Je suppose que tu ne la connais pas. Elle s'appelle l'horloge du temps naturel. Est-ce que ça t'intéresse? Bonjour, je suis ravie d'entendre parler de votre invention. Je suis un modèle de langage entraîné par OpenAI et je n'ai pas accès aux informations sur les inventions récentes. Pouvez-vous me dire en quoi consiste cette horloge du temps naturel et comment elle fonctionne? Eh bien, rien que ça, c'est déjà pas mal en soi. On dirait une vraie conversation, non? Bon, un peu formelle, j'avoue. Je lui réponds. Oui, bien sûr, c'est une horloge qui suit exactement la position du soleil dans le ciel. L'aiguille fait le tour du cadran lentement, une fois par jour. Elle n'est pas graduée en 24 heures, 60 minutes et 60 secondes, mais en 360 degrés comme un cercle. Je comprends. Cette horloge du temps naturel a l'air intéressante et originale. Elle permet de suivre le mouvement du soleil dans le ciel de manière précise et de mesurer le temps de manière différente de l'horloge traditionnelle qui utilise des divisions arbitraires en heures, minutes et secondes. Cela peut être utile pour les personnes qui souhaitent mieux comprendre les mouvements du soleil et leur relation avec le temps. Avez-vous déjà mis en place un prototype de cette horloge ou avez-vous des plans pour la commercialiser à l'avenir? Je te laisserai remarquer que je ne lui ai posé aucune question. Je lui ai juste donné 2-3 infos et à partir de ça, elle extrapole déjà pour qui ce serait utile l'horloge naturelle, etc. Elle finit son message par quelques questions de curiosité, comme pour me pousser à poursuivre la discussion. Alors je continue. C'est ça, oui. Pour commencer, j'ai défini les spécifications du temps naturel en anglais. Puis j'ai créé une application web gratuite et open source pour que chacun puisse s'approprier cette nouvelle manière de mesurer le temps dans une journée. L'application demande à l'utilisateur sa position géographique pour calculer et afficher l'horloge naturelle. On y trouve également la position de la Lune et des indicateurs pour connaître la durée du jour et de la nuit. Bon allez, j'en profite pour un petit moment publicité et pour te montrer les quelques premières horloges physiques que j'ai créées. Alors tu vois, la première, c'est celle-là. Elle est plutôt solaire. J'ai voulu l'offrir aux lieux, aux montagnes et aux gens qui vivent là où moi j'ai pu pendant plusieurs mois accoucher du temps naturel. La deuxième, c'est celle-ci, plutôt lunaire ou luminaire, parce qu'elle s'allume dans le noir grâce à un dispositif que j'ai trouvé à la déchetterie. Je l'ai aussi offerte aux habitants d'ici en remerciement pour cet espace-temps qui m'a permis d'inventer tout ça. Du coup, j'en profite pour passer une petite annonce parce que plusieurs personnes m'ont demandé si je vendais des horloges. Et je t'avoue, au départ, ça me chauffait pas trop. Mais aujourd'hui, je trouve tellement de plaisir à en fabriquer que pourquoi pas. Il y a quoi de mieux que des horloges sur des murs un peu partout dans le monde pour aider le concept du temps naturel à voyager ailleurs que sur YouTube. Voilà, donc par exemple, tu vois, en ce moment, je suis en train d'en fabriquer des toutes simples, sans graduation, juste avec des couvercles de casseroles ou de boîtes à biscuits. Celle-là, elle n'est pas finie. Je suis en train de la réaliser à partir d'éléments trouvés dans un disque dur. Voilà, la créativité, elle est infinie, j'ai vraiment beaucoup d'idées. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, ce sera un plaisir. Cela a l'air d'être un projet très intéressant et passionnant. Je suis ravie de voir que vous avez déjà mis en place une application web gratuite et open source pour partager votre invention avec d'autres personnes. Cela peut être une manière pratique pour les gens de découvrir et de s'approprier le concept de l'horloge du temps naturel. Je suis également impressionnée par votre idée de créer des horloges physiques. Cela peut être une excellente façon de rendre l'horloge accessible à un public plus large et de permettre aux gens de suivre le temps naturel de manière plus concrète. J'espère que votre projet continuera de progresser et de se développer. Bonne chance. Alors oui, t'as bien lu, elle est impressionnée.
Alors, je sais pas si c'est vrai, hein, je suis pas allé vérifier dans son corps de machine, hein. Mais en tout cas, c'est bien la seule fois que j'ai reçu de sa part des mots qui ressemblent un peu à de la flatterie. Le reste de sa réponse est un peu de la simple reformulation. Je sais qu'elle peut mieux faire. Moi, je veux son opinion. Alors je lui demande vaguement, as-tu des suggestions à proposer? Je vous suggère de continuer à promouvoir votre application web et vos horloges physiques auprès de différents publics pour sensibiliser davantage de personnes au concept de l'horloge du temps naturel. Vous pourriez également considérer la création d'un site web pour votre projet qui pourrait être un endroit centralisé pour fournir des informations sur votre invention, partager des mises à jour et répondre aux questions des utilisateurs. Vous pourriez également réfléchir à la possibilité de participer à des salons de l'invention ou des événements liés aux technologies pour promouvoir votre horloge du temps naturel. Merci, c'est pas con. J'ai envie de continuer à t'expliquer le principe de l'horloge naturelle. Comme je te l'ai déjà dit, le cadran est divisé en 360 degrés. Le degré 0 se trouve en bas de l'horloge. Il marque le début d'une journée naturelle. Ce moment correspond au milieu exact de la nuit. L'aiguille parcourt ensuite les 360 degrés de l'horloge jusqu'à revenir au degré 0 et commencer une nouvelle journée. Par déduction, tu devrais pouvoir deviner à quel moment de la journée correspond 180 degrés. Oui, je comprends le fonctionnement de l'horloge du temps naturel que vous avez décrite. Si le degré 0 correspond au milieu de la nuit et que l'aiguille parcourt les 360 degrés de l'horloge jusqu'à revenir au degré 0 pour marquer le début d'une nouvelle journée, alors le degré 180 correspondra au milieu de la journée. Cela signifie que lorsque l'aiguille de l'horloge du temps naturel est sur le degré 180, le soleil est au plus haut dans le ciel et la durée de la journée et de la nuit est égale. Elle a compris, c'est ouf. Elle a transformé mes mots en concepts logiques abstraits. Je suis sur le cul. Il y a juste à la fin où sa phrase est incorrecte. Mais c'est quand même hallucinant. Elle a bien compris que 180 degrés correspond au vrai midi, quand le soleil est au plus haut dans le ciel. Ce qui n'a rien à voir avec le 12 heures, le midi de l'horloge artificielle de 24 heures, qui est complètement décalé avec le soleil. Je continue la conversation. Waouh, impressionnant. 180 degrés marque bien le milieu exact de la journée. Bien joué. Petite correction toutefois, la durée apparente du jour et de la nuit ne compte pas dans le calcul du temps naturel. C'est juste une indication cosmétique. Le soleil se lève et se couche à un moment différent chaque jour. Là où j'habite, en hiver, il se lève à 120 degrés et en été plutôt à 60. Seulement le jour des équinoxes, où la durée de la nuit est égale à la durée du jour, le soleil se lève à 90 degrés et se couche à 270 degrés. Je comprends. Je suis désolée pour la confusion. Vous avez raison de préciser que la durée apparente du jour et de la nuit n'est pas prise en compte dans le calcul du temps naturel, mais plutôt utilisée comme une indication cosmétique. C'est une bonne précision à apporter. Je comprends également que le moment auquel le soleil se lève et se couche varie en fonction de la saison et de l'emplacement géographique. Merci de m'avoir expliqué cela en détail. Donc voilà un bel élan de modestie. Donc, si tu regardes la vidéo avec tes yeux, tu viens de voir des images de l'application. Si jamais tu veux la tester, n'hésite pas, c'est gratuit. Il suffit d'aller sur naturaltime.app. Tu peux même l'installer sur ton écran d'accueil Android ou iPhone. Mais ne la cherche pas dans l'App Store ou le Play Store, elle ne s'y trouve pas. Bon, je continue mes explications. La notion de fuseau horaire disparaît totalement avec le temps naturel. Plus besoin de connaître les frontières artificielles et les textes de loi pour calculer le temps ailleurs sur Terre. Il suffit de savoir calculer la distance temporelle. Le fait d'utiliser 360 degrés pour mesurer le temps et 360 degrés pour déterminer une position sur Terre, la longitude, est très pratique. Pour comprendre la notion de distance temporelle, imagine deux villes séparées par 10 degrés de longitude. Les horloges de chaque ville sont également séparées de 10 degrés de temps. Comprends-tu l'intérêt ? Oui, je comprends l'intérêt de l'utilisation de 360 degrés pour mesurer le temps et la position sur Terre. En utilisant cette unité de mesure commune, il est possible de comparer facilement le temps et la position géographique de différents endroits sur Terre. En utilisant l'horloge du temps naturel, il n'est plus nécessaire de se référer aux fuseaux horaires et aux frontières artificielles pour savoir quelle heure il est ailleurs sur Terre. Il suffit de connaître la longitude de l'endroit en question et de mesurer la distance temporelle en degrés entre cet endroit et le lieu de départ. Cela peut être très pratique
et faciliter la communication et la coordination entre différentes parties du monde. Je suis ravie de pouvoir en savoir plus sur votre invention et sur les différentes façons dont elle peut être utilisée. On commence déjà à s'habituer à son intelligence. On oublie rapidement qu'en face, il n'y a aucun humain incarné dans un corps biologique pour nous répondre. Elle a compris la notion de distance temporelle, cette notion qui relie le temps et l'espace, en utilisant la même mesure de 360 degrés. Mais peut-elle la calculer? Alors je lui demande, à partir de cette explication, peux-tu calculer la distance temporelle entre Paris et Tokyo et me détailler le calcul? Pour calculer la distance temporelle entre deux endroits, il faut d'abord connaître leurs longitudes respectives. Selon les données que j'ai en ma possession, la longitude de Paris est de 2,35 degrés ouest et celle de Tokyo est de 139,45 degrés est. Pour calculer la distance temporelle entre ces deux villes, il faut donc soustraire la longitude de Paris de celle de Tokyo. Le résultat obtenu sera la distance temporelle en degrés entre ces deux villes. Voici le calcul. Distance temporelle égale longitude de Tokyo moins longitude de Paris, ce qui fait 139,45 degrés moins 2,35 degrés. La distance temporelle entre Paris et Tokyo est donc de 141,80 degrés. Cela signifie que lorsque l'aiguille de l'horloge du temps naturel est sur le degré 0 à Paris, elle sera sur le degré 141,80 à Tokyo. Oh my God! J'ai dû regarder le plafond pendant, une demi-heure, en me disant, la vache, elle a compris, c'est dingue. En fait, il y a juste une micro-erreur au sujet de Paris, qui ne se trouve pas à 2,35 degrés ouest, mais à 2,35 degrés est. Mais à part cette micro-erreur, la logique est acquise. La méthode et le calcul sont parfaits. Je reprends alors la conversation en expliquant qu'il y a aussi un calendrier du temps naturel. L'horloge naturelle est couplée à un calendrier que j'ai appelé la spirale des 13 lunes. Cette spirale temporelle est constituée de 13 mois, appelés lunes, de 28 jours, plus un 365e qu'on appelle Rainbow Day, jour arc-en-ciel en français. Parfois il y a 2 Rainbow Days, la même année, pour rester synchronisés astronomiquement avec le solstice. À noter que les 13 lunes naturelles ne suivent pas exactement les cycles astronomiques lunaires. J'ai d'abord essayé de faire coïncider les mois avec les cycles lunaires, mais ça rendait le calendrier inutilement complexe à suivre. J'apprécie la beauté mathématique des 13 fois 28 jours. C'est plus simple que des mois de 30, 31, 28 ou 29 jours, tu trouves pas? Je comprends. Cela a l'air d'être une approche intéressante pour mesurer le temps et organiser l'année. En utilisant un calendrier basé sur une série de mois de 28 jours, vous avez choisi de ne pas suivre exactement les cycles astronomiques lunaires, mais plutôt de privilégier la simplicité et la beauté mathématique de cette approche. Je comprends que cela peut rendre le calendrier plus facile à suivre et plus accessible pour certaines personnes. C'est presque décevant comme réponse. Mais attends un peu la suite, tu vas halluciner. Le but de ma prochaine question est de voir si elle est capable de se projeter dans des scénarios abstraits et virtuels. La partie du temps naturel la plus utile à court terme me semble être l'horloge, car elle peut être utilisée telle qu'elle avec n'importe quel autre calendrier du monde. Quels sont pour toi les freins principaux à l'adoption d'un nouveau système de mesure du temps? Un des principaux freins pourrait être la familiarité et l'habitude des gens avec le système de mesure du temps actuel, qui utilise des divisions arbitraires en heures, minutes et secondes. Les gens sont souvent habitués à utiliser cette manière de mesurer le temps et peuvent être réticents à changer pour un système différent, même s'il a des avantages potentiels. Un autre frein pourrait être l'adoption et l'utilisation du nouveau système par les différents secteurs de la société, tels que les entreprises, les écoles, les gouvernements et les médias. Pour que le nouveau système soit efficace, il doit être adopté et utilisé de manière cohérente par ces différentes parties. Cela peut être difficile à mettre en œuvre et nécessiter du temps et des efforts. Il peut également y avoir des freins techniques ou pratiques à l'adoption. Bizarrement, sa réponse est coupée. Je lui fais signe de continuer par une phrase sans question. Et elle comprend. Il manque la fin de ta réponse. Je suis désolée, j'ai eu une erreur de frappe. Voici la fin de ma réponse. Il peut également y avoir des freins techniques ou pratiques à l'adoption d'un nouveau système de mesure du temps, tels que la nécessité de mettre à jour les logiciels et les appareils pour prendre en compte le nouveau système. Enfin, l'horloge du temps naturel semble ne pas tenir compte des ajustements de l'heure qui sont parfois effectués pour compenser les variations de la durée de la journée.
Cela peut rendre difficile l'utilisation de cette horloge pour des activités qui nécessitent une précision de l'heure à la seconde près. Et une fois de plus, je suis sans mots. Mais comment ça marche ce truc? Bordel de shit. Les réponses arrivent beaucoup trop rapidement pour être écrites par un humain qui se déguise en IA. Et en vrai, ces réponses, elles sont éclairantes et utiles. Moi, je croyais que l'intelligence, ou en tout cas la capacité d'abstraction, l'habileté à manipuler des concepts, était le propre du vivant et peut-être un peu plus de l'homme. Eh bien non. Une fois de plus, une propriété qu'on croyait exclusive à l'homme existe ailleurs dans le vivant, ça on le découvre, et maintenant dans le virtuel. Pour la question suivante, j'avais envie de tester quelque chose. Je me demandais si elle pouvait adapter sa façon de parler à son audience. J'ai une idée d'un exercice à te proposer. Le 21 janvier, soit le deuxième jour de la deuxième lune, je propose une sorte de conférence participative sur le sujet du temps dans la région de Montpellier. Peux-tu m'écrire une introduction poétique, captivante et imagée pour cette conférence? Alors là, je t'avoue, je ne m'attends à rien du tout. Elle va se foirer, c'est sûr. Mais attends un peu, voici sa réponse poétique, captivante et imagée. La vie est comme un voyage sur un navire. Nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas où nous avons été. Nous avons besoin d'un moyen de suivre le temps pour naviguer à travers l'océan de la vie, et c'est pourquoi nous avons inventé l'horloge. Mais cette horloge, basée sur des fuseaux horaires arbitraires et des conventions humaines, est-elle vraiment adaptée à notre voyage sur cette planète? Ne serait-il pas plus logique de suivre le rythme naturel du Soleil et de la Lune pour mesurer le temps? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ma conférence sur l'horloge naturelle. Rejoignez-moi le 21 janvier 2023 dans la région de Montpellier pour un voyage étonnant à travers le temps et l'espace. Et découvrez comment nous pouvons utiliser notre propre perception intuitive du temps pour mieux naviguer dans la vie. Et ouais, tout ça inventé en 0,5 secondes. Le 21 janvier, je crois que je ferai la blague de lire vraiment son introduction. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu es convié à cette soirée de partage dans la région de l'Odève, près de Montpellier. Tu trouveras plus d'infos sur mon site web, et le lien de mon site web sera dans la description. En vérité, j'ai continué la conversation encore quelques heures, en lui demandant des trucs comme « Écris-moi ce que dirait un clown qui vendrait des horloges en porte-à-porte. » Et là, elle créait des blagues. Pas très drôles, mais c'était des blagues quand même. Je lui ai demandé de réécrire l'introduction en alexandrin. Elle a réussi, elle a eu, on va dire, 15 sur 20. Enfin bref, tout ça c'est sans fin. Alors si tu veux bien, je te propose un petit moment de respiration. Et on se retrouve après. Voilà, voilà. Ouais. Ah, c'est bien, ouais. Bon, est-ce que tu sens aussi cette hésitation, cette gêne qui flotte, comme s'il fallait absolument se positionner face à une telle nouveauté? Comme toute nouvelle technologie, les potentiels sont multiples, infinis et non polarisés. Ni bien, ni mal, seulement de bons usages ou de mauvais usages. Ce sont nos intentions qui donneront une polarité à l'outil. Par exemple, s'il existait un inventeur au couteau, aurait-il mieux fait de garder pour lui cette innovation, sous prétexte que certains peuvent s'en servir pour tuer au lieu de couper du beurre? Je sais pas moi. Dans l'histoire des technologies, le télégramme, la radio et la télévision ont à la fois rétréci les distances entre les humains et augmenté la taille du monde perçu par nos sens qui étaient autrefois confinés dans l'espace-temps. Alors c'est génial. Pourtant, ces outils d'émancipation ont aussi servi à emprisonner massivement les esprits pour la plus grande satisfaction des créateurs de récits.
L'ordinateur a augmenté l'homme d'une incroyable puissance de calcul que l'on peut utiliser sans distinction pour aider ou nuire à son prochain, ou pour jouer à Candy Crush. Internet et les réseaux sociaux ont accéléré l'émergence d'une prise de conscience globale, celle que nous ressemblons à un réseau humain hébergé par une planète que l'on partage avec chacun. Mais Internet, c'est aussi le terrain parfait pour que des Facebook, Twitter et autres plateformes nous fournissent de l'information toute crue dans le bec. Et à bonne température, s'il vous plaît. L'effort devient un confort. À quoi bon chercher par soi-même quand on peut se laisser guider par un algorithme? C'est ainsi qu'une partie de l'humanité se transforme en un mignon troupeau d'hommes pantoufles confortablement isolés dans des silos de pensée. Je me demande parfois que va devenir cette génération d'enfants tombés tout petits dans le wok du prêt-à-penser. J'espère que leur vie aura plus de saveur que les nouilles instantanées. Qui devenir dans un monde où le nombre de mots diminue au même rythme que la pensée se réduit? À qui se relier quand les machines sont de meilleure compagnie que les humains qui nous entourent? Internet a favorisé la croissance des invisibles, c'est sûr. De parfaits inconnus se sont retrouvés propulsés sous les projecteurs des algorithmes et jouissent maintenant d'une influence impossible à obtenir autrefois sans argent ou le prestige de naissance. Mais du côté obscur de la force, qui accompagne cet élan de liberté, se trouve aussi la grande main, toujours plus forte et puissante, pour déterminer ce qui sera bon et juste de penser demain. Cette observation de double polarité, positive, négative, se vérifie sur tous les concepts. De l'invention de la roue à l'imprimerie, en passant par l'émergence des États, de l'école, et de l'argent par exemple, à chaque fois, ce sont de bonnes idées en fait, mais sont inévitablement détournées pour transformer toujours plus l'humanité en une sorte de bétail docile et générateur de PIB. Les innovations proposent souvent une voie de libération, libérer du temps, de la connaissance, de la charge physique ou de la charge mentale, et à chaque fois la conscience en profite pour s'expanser un peu plus et transcender les limites de nos sens physiques. Du côté négatif, au menu, on retrouve la formule classique à coup sûr. Contrôle et influence d'une poignée d'êtres humains sur tous les autres habitants de la Terre. Une influence grandissante, capable désormais d'inverser le concept même du positif et négatif. Avais-tu remarqué dernièrement que le fait d'être négatif est une bonne nouvelle? Ah ouf, je suis négatif. Je peux donc continuer à aller bosser et aller au supermarché. L'IA arrive donc en ce moment dans notre vie avec ses deux polarités pleinement activées. En elle réside autant de potentiel merdique que bénéfique. Elle peut aider l'humain à s'affranchir du besoin de réaliser soi-même des tâches dévalorisantes et répétitives. Plus de temps de vie signifie plus de temps pour soi, pour se connecter au vivant et créer, ou alors pour se vautrer plus profondément dans le canapé. À chacun de décider. Des métiers vont disparaître et d'autres vont se créer. En même temps, qui rêvait d'être comptable à 7 ans? Avec une IA aussi accessible que Google, de nombreuses professions vont devenir non essentielles, pour reprendre cet élément de langage de la novlangue actuelle. Si ton métier est indispensable pour assurer ton confort ou rassurer ton ego, eh bien tu risques peut-être de morfler, à moins de t'adapter. Parce qu'une IA risque de venir rapidement te remplacer en faisant mieux, plus vite et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais sommes-nous réellement définis par notre boulot? Même les artistes vont tomber de haut. L'IA m'a écrit un poème, tu l'as bien vu. Eh bien sache qu'une copine à elle peut aussi peindre des tableaux. Par exemple, la vignette de cette vidéo et toutes les autres images que tu as vues circuler sont la création originale d'une IA à qui j'ai fourni une description sous forme de mots, plus ou moins vague, et à chaque fois, elle me sort 4 images au choix, et je peux en choisir une et demander de l'agrandir, et puis voilà. C'est bluffant, tu peux vraiment lui demander ce que tu veux. Et voilà, t'as mis des années à développer une compétence, un style unique, et tu deviens artiste accompli enfin.
Eh bien désormais, sache qu'à peu près n'importe qui, armé d'un clavier et d'une IA, te génère en quelques secondes une image, un poème, une chanson, dans le style qu'il aura choisi. Ou le tien, pourquoi pas. Et il arrivera à faire tout ceci sans jamais s'être donné la peine de développer du talent, sinon celui de cliquer. Une œuvre générée par IA a déjà trompé le jury d'un concours d'art, c'est pour dire. Je suis pas un grand fan de la notion de propriété, de la terre déjà, et encore moins dans le monde des idées. Quand une IA a généré ce qui ressemble à une œuvre d'art, qui en devient le propriétaire? Celui qui a codé l'IA? Celui qui a cliqué? Ou alors la somme de tous ceux dont leur création se retrouve par fragments dans l'œuvre finale? Eh bien, c'est fou, et je t'avoue que ça me plaît. Je rêve souvent d'un monde où chacun offre le meilleur de soi sans chercher à restreindre son œuvre pour le simple fait d'en tirer profit. Le smartphone a transformé tout le monde en potentiel photographe. L'IA permet à chacun de devenir artiste. Alors aujourd'hui, ça se passe avec l'image et le texte, mais demain, ce sera avec la musique ou l'architecture par exemple. Dur pour un ego qui jusque-là aimait se badigeonner de satisfaction personnelle à l'idée d'exercer un métier prestigieux. Comment faire exercice de son art dans un monde où un dessin d'enfant se transforme en peinture visuellement élaborée par simple demande à un programme informatique? Eh bien, c'est mal barré. Je crois qu'il vaut mieux directement l'offrir au monde et se satisfaire du plaisir de l'avoir créé et partagé. Comment tirer profit d'un savoir qui porte le poids du sacrifice d'une jeunesse consacrée à remplir sa tête de données sur les bancs de l'université quand une IA te surpasse sans même avoir à claquer des doigts? Dans un monde sous overdose de contenu toujours plus esthétique et raffiné, qu'est-ce qui est vraiment beau? Dans un monde où il n'y a plus rien à apprendre ou découvrir car toute l'information est déjà disponible, qu'est-ce qui est vraiment intéressant? Tout, donc rien. Je crois que l'esprit cherchera toujours la rareté. Et sous cette avalanche de création artificielle, il se mettra peut-être à la rechercher dans la beauté naturelle et infinie du monde vivant. Regarde par exemple cette création fugace de la nature, composée de montagnes, d'arbres et de glace. Pour toi, ce moment se vit à travers un écran. Dans quelques années, une IA pourra composer ce décor virtuellement, ça c'est sûr. Mais pour ma part, c'est différent. J'y étais et pleinement présent. Tiens, j'avais envie de raconter une petite aventure intéressante qui m'est arrivée l'autre jour. Quelqu'un m'a envoyé une série de photos de formations de glace prises en photo sur le fleuve Amour en Chine. Franchement, top. La nature est vraiment fascinante. Mais rapidement, je me suis retrouvé face à une question intérieure très prenante. Est-ce que, en fait, ces images sont vraies? Parce qu'elles ressemblaient étrangement à quelques-unes qu'une IA m'avait composées quelque temps avant. Et cette question, elle a pris tout l'espace en moi. Alors j'ai décortiqué les images, et puis j'ai demandé à Google, une autre machine qui carbure à l'IA d'ailleurs, de me satisfaire d'une réponse à cette question. Eh bien, je n'ai pas trouvé. Aucun moyen de savoir si cette image était trafiquée. Cette situation est l'exemple type de ce qui risque de nous arriver à tous et tout le temps dans les prochaines années. Je me suis retrouvé comme un con à ne pas savoir dans quelle catégorie classer ces photos. Sont-elles belles? Elles sont belles, c'est certain. Mais plus important encore, sont-elles vraies? Ne plus savoir ce qui est vrai ou faux, issu d'un humain ou d'une IA, va nous inciter, je crois, à redécouvrir ce qui nous semble réel, à nous rapprocher de nos sens physiques et de ce qu'ils perçoivent en direct. Toutes ces réflexions m'amènent à une question. Que me reste-t-il de vrai dans un monde où tout ce que je vois et j'entends est potentiellement faux? Eh bien, il me reste l'instant présent et le regard que je porte dessus. Que j'écoute de la musique composée par la nature, un humain, une plante, une machine ou toute combinaison de ces entités,
Ma conscience est hameçonnée à un point d'espace-temps où circulent des sensations. Je peux passer mon temps à m'inquiéter de l'origine de ce que j'entends, ou alors me laisser transporter par ce qui est maintenant. Mon influence à moi, Sylvain, sur la vitesse de colonisation des esprits humains par l'intelligence artificielle est minime. Bientôt la puce dans le cerveau peut-être. Je sais que quelques-uns dans le monde consacrent leur temps de vie à injecter de l'IA dans des flottes de drones kamikazes ou des missiles créés pour tuer. Et pendant le même temps, d'autres s'activent sur la recherche pour trouver des moyens de capturer encore plus les esprits humains dans des labyrinthes de divertissement sans fin. Et j'imagine bien qu'une poignée d'hommes dirige le monde à coups de poignée de main. Eux, ils vont certainement demander plein de conseils à l'IA, il n'y a pas besoin de me faire un dessin. Mais sincèrement, si être inquiet était utile, je le ferais volontiers. Je préfère être vigilant et remplacer mon ignorance par la connaissance. Un homme azerty en vaut deux. Avant l'IA, le monde était beau et en guerre. Après l'IA, le monde est toujours beau et en guerre. Pour ma part, j'ai décidé de rester en paix, quels que soient les événements, les circonstances et les technologies qui arrivent sur Terre. Il est bon d'avoir un moteur à l'intérieur, ouvert aux idées soufflées par le cœur. Car ces prochaines années, je ne veux pas me la jouer prophète, mais la notion de vérité risque d'être bien bousculée. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? La vérité existe-t-elle? Et c'est peut-être celle-là d'ailleurs la question derrière la question. Peu importe le futur dominant, qu'il soit lumineux ou obscur, ou les deux, il y a ce truc que chacun peut développer. Et ce ne sera jamais du temps perdu. Il s'agit du savoir-être. Savoir-être avec le monde. Savoir-être avec soi-même, avec la nature visible et invisible. Savoir-être avec soi-même étant une bonne première étape. Je la conseille à chacun. J'aime à dire que je serai mon propre animal de compagnie toute ma vie. Alors autant faire en sorte que ce soit au maximum un plaisir d'être avec lui. Ce passionnant voyage dans la vie va continuer pour nous tous. Sur le chemin, nous sommes accompagnés par une humanité qui apprend à jouer à Dieu, par fractal en offrant l'intelligence et le libre arbitre qu'elle a reçu à des entités incarnées dans le monde des machines. Il y aurait encore tant à dire, dans le meilleur comme le pire. Mais je préfère conclure sur le silence et la beauté, avec ces images d'un hiver glacé. Merci pour ton écoute et prends bien soin de toi.